Pour les fans de la série, c'est proche du fanatisme. Reprocher les changements de couleur de peau, comme si ça faisait que ce film était nul à cause de ça, et reprocher l'absence de certains scénarios d'épisodes qui, soyons honnêtes, n'étaient là que pour faire 22 épisodes pour la saison, de nos jours, les fans n'aiment plus les adaptations. Ils veulent le produit original, point par point. Ce qui est stupide. Le truc existe déjà, alors autant adapter le truc sous un autre angle, exploitant d'autres idées, apportant des petites modifications, des petits changements, changer quelques points pour exploiter d'autres idées ou possibilités. Tout est bien du moment que ça change. Tu l'as dit. C'est pareil avec les fanatiques d'Harry Potter qui cassent les couilles de tout le monde à cause d'un mariage entre deux personnages qui sont au 4e plan. Je regrette le temps où tout le monde se foutait de l'absence de Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux, la fin du Retour du Roi qui est légèrement différente, ou encore dans Batman où on dit que le Joker aurait tué les parents de Bruce Wayne. C'est une retranscription débile que vous demandez, alors qu'une adaptation comme cela doit être traduit au langage du cinéma avec la mise en scène, doit être adapté à la vision du réalisateur, qu'il ait son mot à dire sur ce qu'il adapte, qu'il partage son point de vue avec le spectateur, et que le produit soit innové. Comme par exemple, les fanatiques d'Avatar reprochent que le film n'est pas aussi drôle que la série. Moi je dis, tant mieux, parce que putain, l'humour de la série est vraiment le point qui vous donne envie de lâcher la série. C'est débile et franchement lourd. On a des jeux de mots, du comique de situation, mais c'est vraiment pour les gamins quoi. Hang ne pense qu'à jouer et à s'amuser comme un gosse malgré le fait qu'un épisode avant il avait découvert qu'à cause d'un de ses caprices, tout son peuple s'est fait massacrer. Dans le film, Hang a un sens des responsabilités. On le voit être joyeux avant de découvrir la mort de son peuple, et après il a un sens des priorités, s'inquiétant d'apprendre la maîtrise de l'eau, d'aller dans le monde spirituel pour savoir quoi faire, etc. Un défaut de moins dans le film, quoi. Hiro, l'oncle de Zuko, est par moments un vrai boulet dans la série, emmerdant plus Zuko qu'autre chose. Non, je ne jouerai pas de la trompette de Tsungi. Dans le film, Hiro est plus sage et s'intéresse plus à ce qui ferait plaisir à Zuko. Pour le ramener sur le droit chemin, pour qu'il puisse laisser tomber sa quête insensée d'honneur et penser à son propre bonheur. On peut dire que dans la version animée, il agit en boulet, plutôt pour lui apprendre le respect et le renoncement, ce qu'il aurait fait du point de vue maître. Mais ce n'est pas que son maître, c'est surtout son oncle. Donc je trouve mieux que Hiro s'inquiète plus du bonheur de Zuko, plutôt que de l'emmerder pour que Zuko en ait tellement marre qu'il finisse par tuer Hiro, ou se suicider, ou de partir en dépression pour aller vivre dans une ferme ou un truc comme ça. Et le meilleur exemple de l'humour lourdingue de la série, Sokka. C'est le comique relief idiot qui à certains moments se dit « Ça fait 10 minutes que j'ai pas fait de conneries dans cet épisode. Il faut que j'en fasse une. Il faut que je tire une tronche. Au moins que je fasse le pitre en sortir une tronche de cartoon. Il faut que je fasse n'importe quoi !» Vous trouvez que j'exagère ? Regardez cette scène par exemple. Si tu t'étais vu, c'était carrément stupéfiant. T'étais du style... Et le seigneur du jeu, c'était plutôt... Quoi que ça fond. Oui, je l'ai dit. Sokka est le Jar Jar Binks de la série. Bon, d'accord, il a ses moments et il dit parfois un truc vraiment drôle dans un ton sarcastique. Je suis sûre que tu y arriveras. Oui, on va tous se faire dévorer par un monstre géant. Mais la plupart du temps, c'est juste de la débilité. Avec quoi le marchand de choux accroche ses choux sur son chariot? De la pâte à choux. Donc Shyamalan a eu raison de minimiser l'humour dans son film. Il a corrigé le produit original, le genre de truc qui justement est demandé dans une adaptation. Mais non, les fanatiques sont tellement exigeants qu'ils demandent qu'on respecte aussi les défauts de la série. Ils ne veulent pas une innovation, ils veulent la même merde. Donc quel est l'intérêt de faire un film si c'est ce qu'ils demandent ? Beaucoup reprochent le jeu d'acteurs qui ne sont pas terribles. Pour les 3 personnages principaux, c'est vrai que ça ne vole pas haut. Mais faut les comprendre, on a un gosse prodige des arts martiaux qui n'a jamais fait de cinéma, une jeune actrice qui doit mal vivre le fait qu'elle s'appelle Nicolas, fait partie d'une famille de 8 enfants et qui passe de la petite interprétation de théâtre aux gros blockbusters, parce que c'était la plus talentueuse actrice qu'ils aient pu trouver. Shyamalan a dit que c'était même son meilleur choix de jeunes acteurs depuis Haley Joel Osment. C'est pour dire à quel point les autres acteurs étaient pourris. Et surtout un gars qui a joué dans Twilight. Ils sont juste inexpérimentés en tant qu'acteurs. Ils n'ont pas encore saisi le truc. Ils doivent travailler leur talent. Ils sont juste au stade expérimental. Donc oui, on a l'impression qu'ils récitent leur texte. Mais ce n'est pas aussi mauvais que d'autres mauvais enfants acteurs comme Jack Lloyd, Emma Watson, les gosses de Spy Kids, de Hook, ou encore... C'est pas mon frère,
c'est une souris. Et dans le cas d'Emma Watson et des enfants de Hook, ça n'a pas détruit le film entier vu que beaucoup l'ont aimé malgré ça. Ils récitent leur texte, mais contrairement à certains acteurs cités, ils font l'effort de faire la tronche appropriée au lieu de sembler stoïque, de ressembler à des pantins. Noah Ringer, celui qui joue Hank, se débrouille très bien sur ce point. Il y a même des moments où il a l'air badass, ce qui est assez ironique quand on voit des adultes qui essayent d'être badass mais n'y arrivent jamais. Mais qu'un enfant y arrive, c'est l'argument ultime contre ces acteurs-là. Et celle qui joue Katara, elle arrive à pleurer, ce qui est assez dur pour les enfants de son âge. Donc oui, elle récite, mais ça ne veut pas dire qu'elle est complètement pourrie et qu'on devrait détruire sa carrière dès le début. Pour les autres acteurs, je me demande comment ils ont fait pour voir qu'ils étaient mauvais. Zuko, joué par Dev Patel, le mec de Slumdog Millionnaire, était très bien exploité, tiraillé entre le côté obscur et le côté lumineux que son oncle essaye de ramener de tout son possible. L'acteur a très bien travaillé pour exprimer son tiraillement. Et dans les scènes d'action aussi, il se démerde bien. Il n'a pas la grâce de Noah Ringer, mais il est pas mal quand même. Hiro, joué par Sean Todd, celui qui a sauvé Tony Stark dans Iron Man, était parfait. C'est le meilleur acteur du film. Il respecte très bien le personnage qui a des croyances qui sont bafouées par son propre camp, le gars qui a perdu un fils à cause de son orgueil qui caractérise son camp et qui essaye de se racheter en aidant son neveu. Il était drôle, calme, sage et même badass à certains moments. Bref, ce qui était cool dans son personnage dans la série. Asif Mandari n'avait pas le même badass attitude que le personnage du général Zhao qu'il avait dans la série, mais il se démerde bien dans son style. Un véritable enculé, fanatique, allant jusqu'à faire péter la lune pour gagner. C'est un peu qui me fait marrer, surtout dans la série. Le mec qui accomplit sa mission avec des dommages collatéraux un petit peu exagérés. J'imaginais tout le temps le Seigneur du Feu qui lui dit « Qu'est-ce que t'as foutu encore? Ça ne va pas? D'accord pour tuer la tribu de l'eau, mais la lune quoi? Avec tes conneries on va se taper un déséquilibre planétaire sévère !» Mais dans le film on montre clairement que la Nation du Feu est prête à tout pour détruire les autres maîtrises. Et on voit le Seigneur du Feu approuver la destruction de la lune. Cliff Curtis est pas vraiment le genre d'acteur que j'aurais choisi pour le Seigneur du Feu Ozai, mais il se démerde aussi très bien en Seigneur du Mal, et Shyamalan sait comment le filmer. Le seul reproche que je ferais à ces deux acteurs, c'est que dans la série, Zhao était doublé par Jason Isaac et Ozai par Mark Hamill. Et je trouvais que ça aurait pu être cool d'utiliser cette excuse pour les mettre dans le film live. Surtout Mark Hamill, qu'on relance un petit peu sa carrière. Parce que c'est une honte de voir le succès grandissant de Robert Pattinson et de voir Mark Hamill, un super acteur, rester dans l'ombre du doublage de dessins animés. Mais bon, j'imagine que ça aurait été fait trop de blanc pour les fans. Et puis, on peut aussi faire ce reproche pour Hiro, mais lui, il aurait fallu ressusciter Meko, donc on peut comprendre ce choix. Mais bon, c'est un film de Shyamalan, ce qui veut dire mise en scène et scénario plus psycho qu'action. La mise en scène était excellente. On a parfois les plans qui le rendent particulier, comme des plans subjectifs. Ouais, c'est un truc que j'ai oublié dans les précédentes critiques. Le réalisateur adore les plans subjectifs, sûrement pour accentuer le côté on se met dans la peau du personnage. On a aussi ces plans qui montrent en un seul plan ce que d'autres montrent en plusieurs. Donc quelques scènes d'action en plan séquence très bien exploitées. Et des scènes de maîtrise très jolies. J'adore ce style pour la maîtrise. Pour moi, c'est ça le kung-fu. C'est pas taper sur les gens, c'est faire des mouvements en communion avec la nature, avec l'espace. Mais ces plans caractéristiques sont assez limités parce que là, il a un scénario où il se passe pas mal de choses, avec de l'action et tout, mais il arrive quand même à nous sortir d'excellents plans, même pittoresques à certains moments. Et la manière dont il filme Aang ou Hiro accentue parfaitement l'empathie des spectateurs, ce qui aide assez bien le petit nouveau lors des scènes d'émotion ou d'hésitation. Les flashbacks au cours du film, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu amenés comme un film de Christopher Nolan, muet et court, ce qui donne de belles scènes avec la musique, et nous fait déjà aimer le maître de Aang quand on le voit. Le scénario reprend fidèlement et assez intelligemment le scénario de la saison 1, enlevant les trucs dispensables, évitant que certains points débarquent de nulle part, comme l'histoire de l'esprit de la lune. Dans la série, il passe 3 épisodes au pôle Nord, la bataille commence au 2e épisode, et c'est un quart du 3e épisode qu'on explique que Zhao a trouvé un parchemin pour tuer l'esprit de la lune, et une manette après, on le voit le faire. Ça débarque de nulle part pour chercher vite fait une solution pour finir le truc en beauté. Dans le film, ils préparent le truc tout le long, avec des discussions entre Zhao et Ozai, en parlant de ce qu'ils ont trouvé dans une bibliothèque, ce qui enlève ce défaut justement. La manière dont il amène l'histoire de Zuko aussi est meilleure que dans l'animé. Dans l'animé, un soldat entre en désaccord avec Zuko, et Hiro raconte à ce soldat l'histoire de la cicatrice de Zuko, pour lui faire comprendre sa colère, sa détermination.
Ce qui est un peu con, je trouve. Ces soldats ne savent pas comment le prince de leur propre nation s'est fait cramer par son propre père, le roi. Et vis-à-vis de Hiro, on voit qu'il le protège, mais on voit aussi qu'il approuve la détermination de Zuko, et non qu'il cherche à le calmer ou à le ramener dans le droit chemin. Dans le film, Zuko demande à un enfant de raconter son histoire, pour expliquer à son oncle pourquoi il ne veut pas se reposer et passer à autre chose. Donc c'est Zuko qui utilise ça pour expliquer sa détermination et son point de vue. Hiro, lui, pense à Zuko au lieu d'approuver son obstination, ce qui est largement mieux. Le plan du seigneur Ozai avec la comète, on découvre qu'ils doivent attendre 3 ans pour l'arrivée de la comète, alors que dans la série c'était quelques mois. Ce qui rend l'histoire plus logique, parce que les 3 saisons narrant quelques mois, c'était pas évident. Et ça donne quelques incohérences, comme à la fin de la saison 3, quand Zuko dit à Aang qu'il y a 1 an ils étaient encore ennemis. Et Aang, comme je l'ai dit, il pense qu'à s'amuser, alors qu'à cause de lui son peuple a été exterminé. Et dans le film, il a son sens des priorités. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Shyamalan exploite l'envie de Aang de se racheter. Le jour où il a découvert qu'il est l'avatar, tout le monde s'agenouille devant lui. Et Aang était censé s'incliner, mais il n'a pas assumé son rôle. Il avait peur, il n'avait pas envie que sa vie change. Alors il ne s'est pas incliné et il s'enfuit. Ce qui provoqua toute cette histoire. Et à la fin, il assume son rôle et s'incline quand tout le monde s'agenouille devant lui une fois encore. Un autre point que j'ai aimé, c'est qu'il respecte le côté vénéré de l'avatar. Dans la série, il devenait surtout super pote entre les personnages qui croisaient, ce qui était pas mal, mais Shyamalan voulait exploiter le côté messie du personnage, ce qui est normal, l'avatar c'est un petit peu leur Bouddha après tout. Donc on voit que les villages qu'il libère l'acclament comme la divinité qu'il est, et à la fin, tout le monde, même les soldats de la Nation du Feu et ses amis, s'agenouillent devant Aang. Et Katara explique à un moment qu'elle a toujours cru qu'il reviendrait. Et le plus génial, c'est qu'il arrive à faire ça sans rendre le truc froid. On sent que Aang n'assume pas son rôle. Aussi, on peut voir des tas de références au précédent Shyamalan, comme si ce film était son propre univers, comme s'il était destiné à adapter cette série. L'enfant qui voit les esprits, le héros qui n'assume pas son rôle mais qui prend le courage, le fait que certains croient que quelqu'un veille sur eux, le fait de renier ce qu'on nous oblige à croire, le fait de se rebeller, la puissance du fantastique sur le monde, et enfin, le vent qui attaque les gens. Il y a aussi des moments humoristiques pas mal, comme par exemple la scène où Zuko kidnappe Aang alors qu'il est inconscient. Quand Aang se réveille, on voit que Zuko lui déballe son sac en parlant de sa sœur. J'ai trouvé ça marrant, le mec qui en a gros sur la patate et qui s'emmerde au point de parler à un légume. Ou encore, au cours de la bataille, Aang passe au milieu d'un gros paquet de mecs qui sont en train de se battre. Tout le monde s'éloigne pour le laisser passer, principalement parce qu'il balance du vent, et une fois qu'il est passé, il se refourche dedans.